Du jour, Mohamed Ali Mouba à la une, la justice à l'épreuve des crises politiques et des procédures pénales. Point de vue, menace de grève dans plusieurs secteurs d'activité. Quel crédit donner au pacte de stabilité sociale? Retrouvez nos deux intervenants tout à l'heure en fait journal. Bienvenue à tous. Abdoulaye Diop est à la technique. D'abord, Codé. Codé, c'est le nom de redoutable voleur présumé de bétail dans la région de Tambacounda. Il a été arrêté au quartier Plateau par les éléments du commissariat central de la ville qui, depuis lors, étaient à ses trousses. Après chaque forfait, Codé laissait une signature avant de disparaître avec son butin. Information de notre correspondant Papousseinou Diallo. La chambre d'accusation du pôle judiciaire financier qui a renvoyé au 21 mai prochain, c'est-à-dire mercredi, l'audience sur l'appel introduit par les avocats de Farbangom sur le rejet de son cautionnement et la saisie à titre conservatoire de ses titres fonciers donnés en guise de caution. Ce renvoi a été demandé par la défense. Les avocats du député maire des Agnam disent n'avoir pu donc accéder au dossier. Farbangom est en prison, vous le savez, depuis le 7 février dernier pour escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux, entre autres. La Cour de justice de la CEDEAO qui vient de condamner l'État du Sénégal, c'est dans l'affaire des coupures répétées d'Internet entre juin et juillet 2023 lors des violentes manifestations au Sénégal. Des sanctions pécuniaires ont été infligées donc à l'État. L'avocat de l'association des utilisateurs des TIC au Sénégal se réjouit de cette décision qui doit servir d'exemple aux tenants actuels du pouvoir, soutient Maître Hassan Diomandiaï. Il répond aux questions de la Djindio Goudjen. Nous nous attendions à une décision de cette nature, ne serait-ce que pour la pérennité de la démocratie et la consolidation de notre démocratie. Il était important que la Cour rappelle à l'État du Sénégal qu'on ne peut pas prendre des mesures aussi disproportionnées et sans aucun fondement légal en violation des libertés fondamentales, des droits fondamentaux tels que la liberté d'expression et l'accès à l'information. Également, nous savons que pendant ces coupures, beaucoup d'utilisateurs de l'Internet n'ont pas travaillé, ce qui explique également que la Cour a condamné l'État du Sénégal pour violation du droit au travail à travers M. Ndiaga Gueye, qui est le président de l'Association sénégalaise des utilisateurs de l'information et des communications, qui aussi était requérant au même titre que son association. Donc, c'est à la fois, de mon point de vue, une décision sanctionnatrice d'une violation, réparatrice puisque des sommes ont été allouées, mais surtout à caractère prophylactique. C'est-à-dire que la Cour a voulu donner un signal fort aux États africains qui, à des moments donnés, sous le prétexte sécuritaire, sont enclins à sacrifier des droits fondamentaux tels que la liberté d'expression sous l'autel, comme je l'ai dit, de ce principe ou de cette allégation sécuritaire. La jurisprudence de la CEDEAO, de la Cour de justice de la CEDEAO, qui a été déjà établie dans l'affaire togolaise à l'époque, vient donc d'être réaffirmée. Et je pense que même si les faits ne se rapportent pas à la gestion de l'État actuel, des gouvernements actuels, je pense que tout le monde devra en tirer les leçons, et surtout pour les nouveaux tenants de l'État du Sénégal aujourd'hui et de plus généralement pour l'Afrique. Hassan Diomandiaï, avocat de l'association des utilisateurs des TIC au Sénégal, midi, bientôt 7 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Je vous l'annonçais en titre, ce drame à Kébémer. 4 enfants talibés, pensionnaires d'un internat à Thiénaba-Kayor, sont décédés après avoir consommé une plante suspecte. La première victime a été inhumée. Les 3 autres ont été transférés ici à Dakar pour autopsie. Un 5e talibé est en réanimation dans un hôpital ici même à Dakar. Le maître coranique a été arrêté. Il est présentement en position de garde à vue. Son frère, Serigne Khalifa Seck, témoigne au micro de Nafissatou Ndiaye. Le maître coranique est mon frère. C'est un jeune très ambitieux. Il n'a pour mission que d'apprendre les jeunes le Coran. D'ailleurs, beaucoup d'enfants ont mémorisé le Coran ici, dans son internat. Peut-être que ce qui s'est passé n'était que son destin.
et on s'en remet vraiment à Dieu. Il s'agit de 4 enfants décédés. Le premier a été inhumé la semaine dernière. Les 3 autres sont à Dakar pour des raisons d'autopsie. D'ailleurs, ces 2 enfants faisaient partie des talibés qui avaient consommé la plante suspecte. La situation est vraiment très compliquée pour le moment, mais on s'en remet à Dieu. Depuis le lundi passé, la gendarmerie a ouvert une enquête. Le maître coranique donc est en garde à vue. 4 enfants talibés décédés dans des conditions suspectes. Une 5e victime est en réanimation ici même à Dakar. Après la tragédie survenue la semaine dernière, le CM de la cité enseignante de Guédiawaye s'en remet difficilement. Les élèves sont encore sous le choc suite au décès de 3 de leurs camarades décès par noyade à la plage de Malibou. L'administration de l'établissement scolaire a d'ailleurs décrété une semaine de deuil. Elle a profité également de l'occasion pour sensibiliser les pensionnaires de l'établissement sur les dangers de la mer. Salamata Ousmane Diallo. Salut, ça va? Tu vas bien? Tu fais quelle classe? Nous sommes dans l'enceinte du CEM de la Cité des enseignants. Ici, nous croisons Massiré Kateba et Khadiatou Kamara, camarades d'école des 3 filles décédées par noyade. La tristesse au visage, elles témoignent sur leurs défuntes camarades. Ça nous fait mal, on a le cœur brisé, mais c'est la vie. Là, j'ai un peu mal pour ce qui s'est passé parce que tous les 3 élèves étaient mes amis et le fait d'entendre qu'elles sont mortes par noyade comme ça me fait du mal en fait. On va essayer de gérer ça. Bon. Difficile également du côté des professeurs de tenir les cours normalement en cette période de deuil, renseigne M. John, le principal de l'école. On essaie de tenir, même nous adultes. Vous imaginez que donc si nous adultes, nous avons des difficultés à tenir, imaginez effectivement comment est l'état de nos élèves. Mais il faut les habituer à regagner les classes, à fréquenter les classes, à travailler tout en sachant que leurs camarades ne sont plus là. Cette semaine-là, ce sera difficile de faire un cours magistral intense et c'est pourquoi nous avons pensé que ce doit être une semaine de sensibilisation. Suite à cette tragédie, les élèves disent en avoir tiré des leçons. On a tiré qu'aller à la mer c'est dangereux. C'est pourquoi chaque 15 minutes, les premiers 15 minutes, nos professeurs nous donnent des leçons. Et maintenant, est-ce que vous prenez conscience de ça? Oui. Quelques jours après la mort brutale des 3 élèves en classe de 5e du CEM Cité des enseignants, l'administration de l'école en compagnie de l'IF de Guédiawaye ont présenté hier leurs condoléances à la famille de Aïssata Sangaré, Kodou Diop et Maïmouna Dia. Salamata Ousmane Diallo, Guédiawaye, Radio Futur Média. Éducation toujours, le ministère de l'Éducation nationale qui condamne l'affaire des tenues et danses indécentes notées lors des journées culturelles du foyer socio-éducatif du collège Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor. Une circulaire du ministre Moustapha Mamba Guirassy sera d'ailleurs publiée incessamment pour mieux encadrer ce type d'activité dans les établissements scolaires. Là-dessus, nous écoutons le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale, Daouda Gueye. Le ministre de l'Éducation, Moustapha Mamba Guirassy, l'a déploré comme l'opinion. Et aussitôt, il a été l'inspecteur d'académie de Ziguinchor a été interpellé pour nous faire un rapport par rapport justement aux circonstances de la survenue donc de cet incident-là. Et l'inspecteur d'académie a aussitôt saisi le proviseur de l'école où les choses se sont passées, qui lui a fait un rapport. Et à partir de ce rapport-là et des autres informations regroupées à partir de recoupements opérés par l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, on a sorti hier un communiqué, mais le ministre veut aller au-delà du communiqué. Et là, présentement, dans les heures à venir, il y aura une lettre circulaire, qui va venir rappeler que l'arrêté portant règlement intérieur, lequel règlement intérieur est en train d'être expérimenté, donc doit être appliqué dans sa totalité et en toute rigueur. Et cet arrêté-là interdit notamment les tenues obscènes, les coiffures obscènes, mais également les actes et comportements à caractère obscène, et que cela ne se limite pas seulement aux activités pédagogiques, mais à toutes les activités, y compris les activités des gouvernements scolaires, qu'on appelle les GOSCO, les activités socio-éducatives, pour que le tout soit encadré. Évidemment, il n'est pas question d'interdire ces activités-là à caractère culturel, parce que c'est à ça que nous tendons à migrer donc d'un système éducatif à une société éducative incluant les valeurs, mais également la citoyenneté.
et sur un fond donc de souveraineté culturelle. Donc il est bon dans ce genre d'activités que les gouvernements scolaires aient l'initiative donc de mettre en exergue les éléments de nos différentes cultures, mais dans le format et dans n'est-ce pas, donc le contenu. Il faut qu'il y ait un encadrement rigoureux. Daouda Gueye, le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Recrutement de 2000 enseignants, des voix s'élèvent encore. Le syndicat des enseignants techniques et professionnels dénonce une nébuleuse autour du processus et interpelle le ministre de l'Éducation nationale. Cheikhouna Gueye, le chargé des revendications, dit avoir décelé plusieurs irrégularités et des cas d'usurpation de données personnelles, des faits qui, à ses yeux, sont contraires aux critères de transparence et d'équité prônés par les autorités. Il s'est confié à Papa Balla Gueye. Je reviens encore sur la question du recrutement des 2000 enseignants qui vraiment devient un processus nébuleux et qui appelle vraiment à des éclaircissements très urgents. C'est pour cela que nous interpellons le ministre de l'Éducation nationale parce qu'on a vu notre petit frère Adam Ndiaye usurper, n'est-ce pas, son identité. Parce qu'on se pose toujours la question, comment peut-on prendre les données personnelles d'un candidat pour les attribuer à une autre personne? En l'occurrence, une jeune fille qui se retrouve aujourd'hui affectée à l'IRPT. Donc, s'il s'agit d'une erreur administrative, vraiment, elle doit être corrigée sans délai. Mais s'il s'agit aussi d'une usurpation d'identité ou un cas de fraude, la justice doit être saisie et les responsables seront sanctionnés. Nous interpellons aujourd'hui le ministre de l'Éducation nationale pour qu'il apporte des explications claires sur cette affaire graphisme qui va remettre en cause, n'est-ce pas, la transparence et l'équité du processus de recrutement. Donc, s'il s'agit d'une erreur, il faut que, n'est-ce pas, que M. Adam Ndiaye soit rétabli de ses droits. Sous-valoriser et négliger l'éducation artistique peine à trouver sa place dans le système éducatif sénégalais avec seulement 24 heures de cours par an et un déficit d'enseignants spécialisés, la discipline est reléguée au second plan. Et c'est pourquoi la coordination nationale des professeurs d'éducation artistique et musicale entonne le refrain de l'amertume et interpelle l'État du Sénégal. C'était en marge d'un concours de meilleurs élèves en art et musique organisé à Rufisque. Abigail, la coordonnatrice. Justement, à l'origine de ce concours, c'est pour rivaliser nos disciplines. Toujours traité en parent pauvre. Nous n'avons pas assez de professeurs et nous avons lancé un plaidoyer à l'endroit des deux ministères, Éducation nationale et Culture, pour vraiment nous aider à augmenter le quota de recrutement, pour pouvoir vraiment faire un maillage du territoire national. Et tant que ce maillage n'est pas réalisé, on ne peut pas avoir une discipline obligatoire, parce que nous ne sommes pas nombreux. Donc on exhorte les autorités à augmenter le quota de recrutement et aussi à augmenter la durée de la formation, Bac plus 5, pour avoir des professeurs d'enseignement supérieur, pour pouvoir rallier les CRFP, intervenir dans la formation des formateurs. Effectivement, parce que c'est un coefficient 1, une discipline facultative, donc ça ne nous regarde vraiment pas. Donc c'est pourquoi les élèves n'accordent pas une importance à ces disciplines-là. Et puis le Sud-Est section Université Alioune Diop de Bambey qui se dit préoccupé de la situation sécuritaire à l'UADB. Le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal s'indigne face à des mesures inappropriées. Le Sud-Est qui invite au dialogue et à la concertation. Pour rappel, le conseil académique a pris la décision de dissoudre toutes les amicales des UFR suite au mouvement d'humeur des étudiants. Midi, 16 minutes. La direction de l'exploitation et des achats à Sénélec qui lève le doute après les inquiétudes émises donc par Amadouli, le directeur général de Akile, relative à l'achat d'un bateau de gaz par la Société africaine de raffinage. Selon Aruna Baldé, c'est la Sénélec qui a acheté le bateau en question devant alimenter la centrale en conversion. Au téléphone avec Seydou Nourouba, il revient sur le montage et les normes de sécurité du projet. Dans ce genre d'opération, donc il s'agit de fournisseurs assez sérieux et reconnus dans le monde. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dépêché des équipes techniques sur place pour faire tout ce qui est étude de compatibilité navire-terre et navire-navire, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui Sénélec dispose d'un FSAU au port pour pouvoir garantir un déchargement en toute sécurité du gaz importé. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là qu'on a pu faire en toute sécurité le déchargement du gaz importé. L'achat du bateau pour alimenter la centrale en conversion, est-ce qu'il s'agit de la SAR? Non, en fait, il ne s'agit pas du tout de la SAR. Donc, Sénélec dispose aujourd'hui d'une licence d'importation, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir négocier avec les fournisseurs et puis contacter directement avec. Est-ce que les normes ont été respectées et dans quelles conditions, bien sûr? Les normes sécuritaires, en tout
ont été quand même respectés parce que le déchargement du gaz a été fait dans les conditions de sécurité et dans les conditions qui respectent les règles environnementales. Aujourd'hui, il y a eu quand même des rounds d'échanges avec le port autonome de Dakar, les responsables du port. Donc le commissioning a été fait pendant 5 voire 6 jours. Donc on peut dire que les conditions ont été respectées. Sur le plan légal, réglementaire, aujourd'hui, on peut également dire que les conditions ont été respectées, compte tenu que Senelec aujourd'hui est agrégateur de gaz et Senelec dispose également d'une licence d'importation de gaz. Et nous parlons de la surpêche à présent. La surpêche, l'un des facteurs de la migration irrégulière. Le phénomène a connu une hausse de 200% entre 2022 et 2024. C'est ce qui ressort du rapport de la Fondation pour une justice environnementale. En 2024, par exemple, 37% du stock a subi une surexploitation. Les acteurs du secteur réclament une pêche plus responsable, la révision du code de la pêche et plus de transparence. Boubacar Dia. Après 8 mois de recherche et d'investigation entre le Sénégal, Tenerife et Las Palmas en Espagne, la Fondation pour une justice environnementale tire une conclusion. Selon Bassirou Diarra, la surpêche est l'un des facteurs de la migration irrégulière qui a connu une hausse de 200% entre 2022 et 2024. Il est le chargé de campagne Océan et responsable du bureau de l'EJF à Dakar. On a vu que effectivement la raréfaction des ressources, surtout ces dernières années, a coïncidé avec ce flux, ce phénomène migratoire et qui a surtout intéressé les communautés côtières. Avant, il y avait de la migration, c'est vrai, mais ces 5-10 dernières années, les communautés côtières, les communautés de pêche qui étaient inféodées aux ressources halieutiques sont aussi mises dans le phénomène de migration. Chiffre à l'appui, Moussa Mbeng s'indigne. Il est le secrétaire exécutif de l'association ouest-africaine pour le développement de la pêche artisanale. Ce que IGF a vu dans son rapport, que le niveau de surpêche a augmenté au cours des dernières décennies et le nombre de stocks surexploités est aujourd'hui se situe en 2024 à plus de 37%. Les facteurs qui sont à l'origine de la surpêche, c'est d'abord la pêche INN, c'est l'augmentation de la consommation et les mauvaises pratiques de pêche, le changement de climatique également, mais également ce qu'on appelle la surcapacité de pêche fondamentalement. Lutter contre la surpêche, c'est lutter contre la migration irrégulière. L'ADEPA et le JF embouchent la même trompette. Moussa Mbeng et Bassirou Diarra. Nous sommes pour que la révision du code de la pêche, qui est l'instrument opérationnel de manière tous les jours, qu'on ait des principes de transparence inclus dans le code de la pêche pour qu'il y ait plus de transparence au jour le jour. Il faut commencer d'abord par lutter contre la pêche NN, promouvoir des pratiques de pêche responsables, mais aussi renforcer le suivi, contrôle, surveillance et veiller à son application rigoureuse. Outre la transparence et la révision du code de la pêche, la sensibilisation des communautés locales des pêcheurs est recommandée. Boubacar Dien, merci. Midi 20 minutes. Dans quelques minutes, nous allons accueillir Georges Dekiedjo pour les actualités internationales. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Détié. Merci Barthélémy Ngom. Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam pourrait reprendre la tête du PDCI. Oui, il pourrait rempiler après sa démission dimanche dernier. Le PDCI tient ce mardi à Abidjan un congrès extraordinaire électif, lequel congrès devrait conduire à la désignation d'un président statutaire. Fama Dione. Le comité électoral a retenu la candidature de Tidjane Thiam qui a démissionné le 11 mai 2025 pour éviter que le tribunal mette le parti sous tutelle administrative. Selon Apple News, la candidature de Diakité Bouakari Sidiki, un militant qui n'est pas membre du bureau politique et qui ne s'est pas acquitté de la contribution de 30 millions de francs CFA au financement de l'organisation du congrès extraordinaire, a été rejetée au regard des statuts. Pour anticiper sur une procédure judiciaire en cours, au cours de laquelle la plaignante Valérie Yapo soutient qu'il n'était pas ivoirien lors de son élection à la présidence du PDCI, Tidjane Thiam a préféré démissionner. La justice ivoirienne a ordonné en avril 2025 la radiation du nom de Tidjane Thiam de la liste électorale, indiquant qu'il avait perdu sa nationalité ivoirienne lors de son inscription en 2022. Et selon le code de la nationalité,
je cite, perd la nationalité ivoirienne, tout Ivoirien qui acquiert une autre nationalité. Fin de citation. L'ex-CEO de Crédit Suisse a acquis en 1987 la nationalité française alors qu'il était étudiant en France. Il a renoncé à son allégeance à la République française qu'en mars 2025. De ce fait, tous ses actes avant cette date pourraient être frappés de nullité. APA News rapporte qu'au siège du PDCI en Côte d'Ivoire hier, Akossi Benjo, vice-président et coordonnateur général du parti, a déclaré que dès ce mercredi, quand Tidjane Thiam sera élu, le parti se battra pour qu'il soit candidat à la présidentielle du 25 octobre 2025. En Côte d'Ivoire, toujours l'ancien préfet d'Abidjan, Vincent Toby Irié, a annoncé hier sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain. Depuis sa démission à la préfecture d'Abidjan, Vincent Toby Irié a mis sur pied une plateforme citoyenne Aube Nouvelle. Au Mali, le général Assimi Goïta a dissous hier par décret les partis politiques. La décision a été prise à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire. En Guinée, l'indemnisation des victimes du massacre du 28 septembre 2009 a commencé. Depuis hier. Les premières indemnisations ont eu lieu à l'occasion d'une cérémonie à Conakry, une remise de chèques symboliques en présence de plusieurs membres du gouvernement. Dans les prochaines semaines, plus de 300 personnes doivent recevoir leur réparation. Le décret prévoyant que l'indemnisation des victimes serait prélevée du budget de l'État remonte au 26 mars dernier, 2 jours avant l'annonce de la grâce de Moussa Dadis Camara, l'ancien dirigeant guinéen condamné en juillet 2024 pour crime contre l'humanité. Au Tchad, 2 morts dans le crash d'un avion de surveillance biplace au parc national de Zakouna. Au sud-est, les victimes, le pilote de nationalité sud-africaine et un agent tchadien chargé du suivi des rhinocéros noirs récemment réintroduits dans le parc. Les causes de l'accident sont pour l'heure inconnues. Une équipe d'enquêteurs a été dépêchée sur les lieux afin de procéder aux premières constatations et d'initier une enquête technique approfondie. Tension entre la France et l'Algérie. Paris va renvoyer des diplomates algériens. C'est en réponse à l'expulsion par Alger de diplomates français. Une annonce du ministre français des Affaires étrangères. Selon le Quai d'Orsay, le chargé d'affaires algérien a d'ailleurs été convoqué. Jean-Noël Barrot ce matin sur BFM TV. L'Algérie a décidé de manière incompréhensible et brutale d'expulser 12 de nos agents présents à Alger. Ce à quoi nous avons répondu avec beaucoup de fermeté, dans la stricte réciprocité, en expulsant à notre tour 12 agents algériens présents en France. Et puis nous avons rappelé notre ambassadeur pour consultation. Et donc j'ai convoqué le chargé d'affaires, le représentant de l'Algérie en France, pour lui indiquer que notre réponse est immédiate, qu'elle est ferme et qu'elle est strictement proportionnée à ce stade avec la même demande, c'est-à-dire le renvoi en Algérie de tous les agents titulaires de passeports diplomatiques qui n'auraient pas actuellement de visa. Et nous lui avons fait savoir également que nous nous réservons la possibilité de prendre d'autres mesures en fonction de l'évolution de la situation. Dimanche, l'Algérie avait convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger pour lui notifier de nouvelles expulsions de fonctionnaires français du territoire algérien qui étaient en mission temporaire. Selon Alger, ces employés français avaient été nommés dans des conditions irrégulières. Merci beaucoup Georges Détché-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Menace de grève dans plusieurs secteurs d'activité. Quel crédit donner au pacte de stabilité sociale? On en parle dans Point de vue. Nous serons avec Cheikh Diop, le secrétaire général de la CNTS-FC, et Mamadou Lamine Dianté, le président du Haut Conseil du dialogue social. RFM. Bonjour Malal Dian Junior. Bonjour Barthélémy. Du basketball d'abord, le DTN qui analyse les adversaires du Sénégal en phase de poule. Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2027 prévues au Qatar, le Sénégal logé dans la poule C va devoir affronter la RD Congo, la Côte d'Ivoire et l'équipe de Madagascar. Raoul Toupane estime que ces équipes sont bien connues par la fédération et l'équipe nationale du basket du Sénégal.
on ne peut pas dire que c'est une poule facile ni une poule difficile. Vous savez, quand on a des ambitions, il ne faut pas être trop prétentieux et sous-estimer aussi les adversaires. C'est une poule assez complexe, mais dans cette poule, nous ne craignons aucune équipe, mais nous ne sous-estimons aucune équipe. Dans cette poule, nous avons rencontré des équipes dans un passé récent pour la RDC lors des éliminatoires de 2023. Mais nous ne la craignons pas. Par rapport à l'effectif que nous avons pour le moment, toutes les équipes sont jouables à notre niveau. La Côte d'Ivoire, nous avons eu à les rencontrer en 2003. Par contre, pour Madagascar, la dernière rencontre remonte un peu plus loin en 2011, où nous les avons largement. Ce n'est pas pour autant une occasion de nous prélasser pour dire que ce sera facile. Nous prenons toutes les équipes au sérieux. Dans cette phase-là, l'organisation de cette Coupe du Monde, c'est les 3 premières équipes qui seront qualifiées pour la deuxième phase. Et pour la deuxième phase, si nous sommes qualifiés, nous allons rencontrer la poule du Mali, où on aura le Mali, l'Égypte, l'Angola et l'Ouganda. Donc, ce sont sur ces bases-là que nous allons jouer notre qualification. Donc, nous pensons que ce sera difficile, ce ne sera pas aisé. Si nous voulons notre qualification, nous devrons d'aller l'arracher parce que rien ne nous sera donné. Qu'est-ce qui va être déterminant pour pouvoir atteindre l'objectif? Une bonne organisation, une bonne préparation, la disponibilité des joueurs et un bon mandat. Parlons à présent, Malal, du drapeau du chef de l'État, le monde de la lutte qui se donne rendez-vous à Ziguinchor. À partir de ce week-end, pour la 25e édition de cette compétition qui regroupe les 14 régions du Sénégal, elles vont devoir amener des équipes de 5 pour compétir dans les 5 catégories retenues. Khalifa Sow, déjà sur place à Ziguinchor, nous fait le point. C'est la 25e édition du drapeau du chef de l'État qui doit se dérouler à Ziguinchor durant la période du 14 au 18 mai 2025. Bon, du point de vue de la préparation, je pense que tout est fait prêt au niveau de Ziguinchor et également au niveau des différentes régions pour venir à Ziguinchor et passer d'excellents moments avec ce drapeau du chef de l'État. Au niveau des régions, nous avons reçu toutes les sélections régionales qui ont été déjà faites et il y a certaines délégations qui arrivent aujourd'hui. Sur le plan de la confection et de la composition des équipes, est-ce qu'il y a des innovations ou bien ça reste le même avec les 5 catégories? Non, ça reste le même, c'est le même format. Il y a les 66 kilos, les 76 kilos, les 86 kilos, 100 kilos et plus de 100 kilos. Donc chaque région devra présenter 5 lutteurs. Il y a une innovation de taille parce que pour la petite catégorie, comme on va vers les JOJ de 2026, il y a déjà un groupe de performance qui avait été déjà sélectionné et qui a eu à faire un regroupement au mois d'avril. Et c'est ce groupe-là qui va participer au drapeau du chef de l'État qui va leur permettre d'être un peu en jambe par rapport à la compétition de beach volleyball. Khalifa Sow, directeur technique national du Comité national de gestion de la lutte. On termine avec le football. En Italie, on joue la finale de la Coupe nationale ce soir à 19h. L'AC Milan joue contre l'équipe de Bologne. En Espagne, suite de la 36e journée, Villarreal joue contre Leganés. Valence défie Alaves. Le Real Madrid défie l'équipe de Majorque. Ce sera dans l'après-midi. Merci beaucoup, Malal Diagne Junior. Midi 30 minutes. RFM. L'actualité politique. Je vous l'annonçais en titre à 2 semaines du début du dialogue national sur le système politique convoqué par le chef de l'État. Les positions se dessinent déjà. Les partis politiques qui vont sous certaines conditions l'ont fait savoir. Constat, l'opposition est divisée sur la question de sa participation. Division analysée par des analystes politiques qui se sont confiés à Famadion. Le dialogue national est censé rassembler les forces vives de la nation autour des grands enjeux politiques. Si une partie de l'opposition est prête à répondre à l'appel du président Bassirou Diomaye Faye, une autre partie annonce déjà un boycott. Pour Hassan Samb, le problème de l'opposition sénégalaise, c'est elle-même. Il est analyste politique. Ces problèmes datent des différentes défaites à la présidentielle et aux législatives. Depuis lors, cette opposition est en train de se chercher. Elle ne s'est pas encore trouvée. Et je parle de problèmes structurels parce que les partis, même classiques, sont en train de revoir un peu leur fonctionnement. Je pense à l'APR, à l'AFP, au PDS, au PS, etc. Il y a aussi des divisions au sein de Tahaou. Barthélémy Dias a claqué la porte. Donc, voyez-vous, cette opposition-là, même s'il n'y a pas de dialogue, elle est déjà affaiblie, divisée, elle est en train de se chercher. Et bien sûr, il lui faudra un peu de temps pour que des leaderships nouveaux puissent s'imposer. Et pour cet autre analyste, avec ou sans boycott, le dialogue va se tenir avec des décisions
décisions qui seront applicables à tous les partis politiques. Hassan Seik. Si toi tu es acteur et que tu n'es pas à la table, mais bien entendu, tu ne pourras pas donner ton point de vue. Et ça va naturellement impacter sur tes activités futures. Ça veut dire que si on pousse la logique jusqu'au bout, l'APR risque de boycotter aussi les élections à venir, qui seront régies par naturellement ce qui va ressortir, n'est-ce pas, de ce dialogue-là. Je pense que c'est ça le problème. Donc c'est pourquoi moi je trouve assez absurde de pouvoir tourner le dos, par exemple, à une réforme du système politique dans lequel système politique tu es acteur. Et il ne faut pas qu'on raisonne Pastef, parce que là il ne s'agit pas de Pastef, il s'agit par exemple d'un dialogue qui porte, par exemple, sur des questions particulières, et des questions particulières qui ont trait véritablement à notre système politique. Le dialogue national va donc démarrer fin mai. Certains états-majors des partis politiques se préparent déjà, pendant que des partis de l'opposition ont officialisé leur décision de ne pas y participer. Avec Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. À la une, la balance et le sabre, la justice à l'épreuve du duel APR et PASTEF. La balance de la justice, justement, vacillera-t-elle sous le poids du pouvoir ou tiendra-t-elle debout droite dans sa robe noire? La question n'est plus rhétorique, elle devient centrale maintenant que la guerre entre l'APR et le PASTEF a quitté les estrades pour s'enraciner au prétoire. L'arène judiciaire s'impose donc comme le nouveau champ de bataille où chaque comparution sonne comme un coup de théâtre politique, raconte enquête. Sur ça, pointe pour sa part un agenda surbooké du procureur de la République qui coule sous le poids des dossiers à teneur politique. Le journal relève qu'Azora, l'insulteur de PASTEF et son acolyte ont été envoyés en prison hier. Ils vont être jugés demain en flagrant délit. Mais dans le même temps, ce qui ressemble à une contre-attaque du parti au pouvoir. Avec cette plainte d'Ongone Salou et Salma Ibrahima Fall, des journalistes présentés comme ceux du projet. Plainte contre Adama Adus Fall de l'APR, connu pour son activisme sur les réseaux sociaux. Le journal Le Quotidien trouve alors qu'avec ces convocations tous azimuts, le parquet semble déterminé à nettoyer la toile. Le journal parle de sale temps pour les chroniqueurs et autres activistes. Mais problème, la façon de faire et la sélection des dossiers annihilent la bonne foi, constate Tribune. Sévère contre les uns, bienveillant contre les autres, et pour cause. Le confrère pointe ce qu'il appelle le deux poids deux mesures dans les affaires Abdou Nguer et Azoura Fall. Oui, Azoura Fall, un homme du régime, ne reste en prison que 48 heures avant d'être jugé. Il passe devant le juge du flagrant délit. Demain, pendant qu'Abdou Nguer, un opposant au régime, est envoyé en instruction, oublié en prison. Pour le confrère, pas de doute, le parquet a privé et cause pour le parti au pouvoir. Le journal rappelle tant d'autres dossiers où le pouvoir a été implacable avec les opposants. Citant l'exemple de Hassan Diouf, envoyé en instruction depuis des mois pour les mêmes griefs qui sont reprochés à Azoura Fall. Le journal Enquête note lui aussi que le traitement différencié du dossier relance les débats sur l'impartialité judiciaire. La justice tente de préserver son autorité dans un climat de confrontation permanente. Commentaire de sucré salé, la haine a fini de tisser sa toile. Oui, le temps d'effacer les insulteurs est-il venu, s'interroge le commentateur. Azoura a été envoyé en flagrant délit et sera jugé demain en dépit des vociférations de ses partisans sur sa santé mentale. Depuis quelques heures, le parquet a entrepris de poursuivre le nettoyage de la toile comme s'il s'agissait d'une œuvre de salubrité publique. Il semble toutefois y voir une forme de dureté pour les uns et de compassion pour les autres. En tout cas, depuis que les réseaux sociaux sont apparus, des hommes politiques ont armé une horde de militants numériques pour tirer sur tout ce qui bouge. Le mal est déjà fait, relève encore le commentateur. Les dossiers judiciaires toujours et ces critiques des avocats de Farba Ngom qui parlent eux aussi d'instrumentalisation de la justice. Oui, dans la procédure qui implique Farba Ngom, leur client, la défense dénonce un vide juridique, note l'évidence. Le journal LAS note que les avocats dénoncent une justice de vengeance. C'est une détention arbitraire. Maître Amadou Sall dit que Farba et Tahirou ne savent pas pourquoi même ils sont en prison jusque-là. Autant dire avec enquête que la justice est à l'épreuve. En première page du journal Source A, après 120 heures de grève à l'université Alioune Diop de Bambey et la suspension des amicales, les étudiants boudent les amphithéâtres. Le journal Enquête parle des crises à l'université Alioune Diop de Bambeya. En première page du journal Le Soleil, coopératives agricoles communautaires, la promesse des fleurs, note Le Soleil, constituée autour de fermes villageoises de 20 hectares chacune. Les CAC se positionnent comme une solution intégrée et
et durable. Le DG de l'ANIDA, Sémou Diouf, confie que le Sénégal a tout intérêt à investir dans ces coopératives. Et puis, toujours dans le journal Le Soleil, 5231 accidents de la route notés en 2024, dont 70% liés à des déplacements, des déplacements professionnels, note encore la publication. Bon, à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue à présent, menace de grève dans plusieurs secteurs d'activité. Quel crédit donner au pacte de stabilité sociale? Pour en parler, nous sommes avec Mamadou Lamine Dianté. Monsieur Dianté, bonjour. Bonjour Barthélémy. Merci. Vous êtes le président du Haut Conseil du dialogue social. Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC, va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Je vous donne tout de suite donc la parole à Mamadou Lamine Dianté, président du Haut Conseil du dialogue social. On a vu que depuis la signature du pacte de stabilité sociale le 1er mai 2025 par le gouvernement, des centrales syndicales et le patronat, puisqu'il y a des centrales qui n'ont pas signé, on a vu certains syndicats, en tout cas, engager une fronde même au sein de leur centrale pour dire que ce pacte ne les engage pas. En retour, ils annoncent en tout cas des mouvements d'humeur parce qu'ils pensent tout simplement que leurs revendications n'ont pas été prises en compte dans ce pacte, un pacte qui, je le rappelle, doit durer 3 ans. Vous, en tant que président du Haut Conseil du dialogue social, qu'est-ce que cela vous fait de voir un peu ces syndicats se démarquer de leurs centrales qui ont signé ce pacte le 1er mai passé? Oui, je dois d'abord dire que le 1er mai 2025, les mandants tripartites, à savoir le gouvernement à travers les ministères qui sont en charge du dialogue social, les organisations d'employeurs, le patronat, et toutes les centrales syndicales qui ont participé aux élections de représentativité ont eu à signer le pacte national de stabilité sociale pour une croissance durable. Maintenant, comme vous l'avez dit, ce sont les centrales qui portent les syndicats sectoriels. Maintenant, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que il faut quand même reconnaître que le gouvernement est en train donc d'accéder à toutes les volontés, particulièrement celles des travailleurs. J'en veux pour preuve la signature de l'arrêté relatif au traitement des travailleurs domestiques et les gens de maison. Sur la question des licenciements, qui était donc un préalable pour les centrales syndicales, évidemment, le gouvernement a accepté, à travers le ministère du Travail, d'établir les statistiques sur les licenciements et a proposé, avec les partenaires sociaux, un dispositif de prise en charge correcte de ces cas. Il y a également que, lors de la signature du pacte de stabilité, monsieur le Premier ministre avait donné des gages de transparence et d'une gouvernance inclusive en déclarant d'abord que ici c'est une maison de verre, c'est-à-dire donc leur gouvernance, et ensuite que rien ne se fera. Le gouvernement ne fera rien sans associer les partenaires sociaux. J'aimerais également souligner que le président de la République, lors de la remise du pacte de stabilité, du pacte de stabilité, il a instruit son gouvernement à aller vers l'élaboration d'un plan de mise en œuvre des engagements. Et cela va se faire au cours d'un atelier qui est prévu du 26 au 28 mai 2025, au cours du Conseil des ministres du 7 mai. Et ça, c'est important que les gens puissent retenir. Monsieur le Premier ministre a insisté, sur le suivi étroit par les ministères sectoriels de l'application des accords signés. 2, l'identification des engagements, donc les engagements du gouvernement qui sont inscrits dans le pacte, pouvant être pris en compte dans la loi de finances rectificative de 2025. 3. La soumission au Conseil des ministres des projets de décret 74-374 et 2006-392 relatifs aux enseignants décisionnaires. C'est ça la préoccupation des syndicats de l'enseignement. 4. La finalisation en cours d'année 2025 de la digitalisation intégrale des actes et procédures administratives, notamment la gestion des carrières. Ça également, c'est une préoccupation des syndicats d'enseignants. 5. Enfin, l'accélération du processus de réforme du cadre juridique du secteur de la santé et de l'action sociale. Vous voyez donc, Barthélémy, au vu de toutes ces dispositions et de la posture de défenseur, et ça il faut le retenir, la posture de défenseur infatigable des secteurs généraux de centrales syndicales
qui aujourd'hui sont les tutelles donc de ces syndicats. Mais est-ce que le préalable, président Mamadou Lamine Dianté, président du Haut Conseil du dialogue social, est-ce que selon vous le préalable a été fait? Est-ce qu'au niveau des centrales, il y a eu une discussion avec les différents syndicats sectoriels pour essayer d'harmoniser les positions aussi? Ah bien sûr, parce que le Premier ministre avait demandé que des négociations globales soient engagées en même temps que des négociations sectorielles. Les négociations globales ont été faites avec les centrales syndicales. Ensuite, après les négociations globales, il y a eu autour des ministères sectoriels des négociations sectorielles, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des collectivités territoriales, et pour ne citer que celle-là. Ces négociations, les résultats de ces négociations sectorielles ont été pris en charge dans le cadre du paquet. Donc c'est tout un processus, qui a abouti. Ça a été également une exigence des centrales syndicales. D'accord. Il ne faut pas s'arrêter au traitement des cahiers de doléances. Il ne faut pas s'arrêter aux négociations globales, qu'il fallait ouvrir également des négociations sectorielles parce qu'elles avaient comme souci les préoccupations des syndicats de la santé, des préoccupations des syndicats de l'éducation, pour que toutes ces préoccupations-là puissent être prises en compte correctement dans le pacte de stabilité. Très bien. Je reviens à vous tout à l'heure, Mamadou Lamine Dianté. Je reviens à vous tout à l'heure. Cheikh Diop nous a rejoint. Monsieur Diop, bonjour. Bonjour, M. Barthélémy. Secrétaire général de la CNTS-FC. Je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, plusieurs syndicats sectoriels se démarquent un peu des responsables des centrales qui ont signé le pacte de stabilité sociale. Vous, la CNTS-FC, je rappelle, vous avez signé bien sûr, mais est-ce que cette attitude-là des syndicats sectoriels ne sonne pas comme un désaveu? Non. Du simple fait que ce n'est pas le pacte qui nous lie à ces organisations affiliées, à ces syndicats qui ne sont pas affiliés pratiquement à des centrales, mais à ces dernières organisations syndicales, nous sommes liés par la solidarité syndicale. Nous devons intervenir en tout lieu et en toutes circonstances pour les accompagner dans leur combat, même s'ils ne sont pas affiliés. À plus forte raison. Oui, parce qu'on a entendu des syndicats, des syndicats affiliés qui disent que la signature de ces responsables ne les engage pas. Oui, je disais donc que ceci, pour nous, n'est pas nouveau. Ensuite, ce n'est pas un désaveu du tout. Parce que même les déclarations que nous publions dans nos organisations syndicales en tant que centrale syndicale, tous ne sont pas d'accord. Mais la majorité, l'écrasante majorité, approuve et on publie. C'est ça le fonctionnement de la démocratie. Pour en venir au pacte, le pacte de stabilité nationale et d'émergence économique a été signé avec les organisations syndicales faîtières. Le pacte social sectoriel du pétrole est à sa troisième phase. C'est ce pacte qui inspire le pacte national de 2014. Et donc, aujourd'hui, le deuxième pacte est signé. Mais l'État a voulu l'attiser large. Et moi, je pense que ce n'est pas mauvais, mais on aurait dû peut-être se limiter aux organisations faîtières. Parce qu'un pacte national de stabilité est signé par les organisations faîtières. Mais on a voulu ratisser large. Mais ce n'est pas mauvais. Ce qui nous a permis... Est-ce qu'en réalité, vous avez l'État a ratissé large si on à la lumière des différentes voix qui s'élèvent pour dire que ce pacte-là ne les engage pas? D'ailleurs, ces organisations qui se démarquent n'ont pas signé. Et s'ils devraient signer, ils ont le droit de ne pas signer. Parmi ces organisations qui s'agitent pour dire que ce pacte ne les engage pas, il y a des organisations syndicales, des syndicats sectoriels affiliés à des centrales qui ont signé. Affiliés à la nôtre. Il y en a même au niveau de la CNTS-FC, vous avez signé, mais il y a des syndicats sectoriels affiliés à votre syndicat et qui disent que votre signature ne les engage pas. Oui. Donc c'est un désaveu. On ne considère pas que c'est un désaveu. On considère que c'est une liberté et ce qui nous lie à ces organisations, c'est l'affiliation. L'affiliation ne leur prive pas de leur liberté. Mais vous me permettrez quand même d'apporter une précision sur le pacte. Parce que d'aucuns parlent d'une contrainte qui nous empêche d'aller à la grève, d'une contrainte qui nous empêche de poser des revendications.
Ce n'est pas ça du tout. Le pacte, dans tout le texte, dans tout son texte, pas une seule fois on a cité la grève, dans un sens ou dans un autre. Le pacte est un accord cadre qui vise des objectifs, qui dégage des engagements et formule des attentes. Oui, Mamadou Lamine Dianté l'a rappelé tout à l'heure. Ah, il l'a rappelé, bon, c'est tant mieux. Donc, cela veut dire aujourd'hui que si nous nous entendons sur ces fondements, sur ces objectifs, sur les attentes et sur les engagements, et que chacun respecte les engagements, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de perturbations majeures. Mais cela ne nous empêche pas. Un pacte ne peut pas nous priver de nos droits fondamentaux. La grève est un droit fondamental. Un pacte qui nous prive de ça, n'importe quel accord qui nous prive de ça, remet en cause notre liberté, remet en cause nos défenses qui consistent à être libres par rapport aux engagements, par rapport aux droits fondamentaux. Donc le pacte ne nous interdit pas la grève. Le pacte dégage des pistes sur lesquelles, si on les poursuit, il peut y avoir une stabilité sur le plan national. Voilà la signification d'un pacte. Bon, quand j'entends dire que oui, ils ont signé, mais nous, ça ne nous empêche pas d'aller à grève. Nous qui avons signé, la signature ne nous empêche pas d'aller à la grève, parce que s'il y a des éléments nouveaux, si par exemple, de par extraordinaire, l'État ne paye pas les salaires des fonctionnaires, mais les centrales syndicales déclencheront une grève générale. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, cher Diop, secrétaire général de la CNTS FC. Je rappelle que Ande Gueusseum, la centrale, donc n'est pas concernée par cette signature. Ande Gueusseum qui dit attendre juste l'expiration du délai de son préavis de grève pour engager la lutte syrienne est fait, bien sûr. Alors, Mamadou Lamine Dianté, le président du Haut Conseil du dialogue social, on voit que c'est le SYTJUST, le syndicat des travailleurs de la justice, qui avait donné le ton au lendemain même de la signature, en sortant un communiqué pour dire que ce pacte-là n'engage pas le SYTJUST dans la mesure où aucune des revendications posées par les syndicats de la justice n'a été satisfaite, encore moins prise en compte dans ce pacte-là. Aujourd'hui, à la lumière de tout ce qui se passe, il y a des craintes. Oui, vous savez, je pense quand même que je salue le secrétaire général Cheikh Diop qui nous a rejoint, mais je crois quand même que l'objectif ou l'ambition du pacte de stabilité, c'est une trêve sociale pendant au moins 3 ans. Je rappelle aussi qu'avant même la signature des pactes... tout le monde sait, 3 ans, ce sera la veille de la présidentielle. J'en viens. Avant la signature du pacte de 2025 et comme du pacte de 2014, les mandats tripartites s'étaient accordés pour signer la charte nationale sur le dialogue social. Cela veut dire qu'aujourd'hui, comme l'a dit le secrétaire général Cheikh Diop, la signature du pacte ne peut pas empêcher les syndicats de porter des revendications, ne peut pas empêcher les syndicats éventuellement d'aller en grève. Mais ce qu'il veut dire que c'est quand des préoccupations sont portées par des mandats tripartites, qu'il s'agisse des travailleurs ou des employeurs, on doit privilégier la concertation et le dialogue avant l'ouverture des hostilités. Je crois que c'est ça aussi l'esprit du pacte de stabilité. Maintenant, les syndicats qui parlent sont pour la plupart du temps des syndicats qui sont membres des centrales qui ont non seulement signé le pacte, mais qui avaient exigé à ce que des concertations sectorielles puissent se tenir également, et elles sont tenues pour la plupart. Maintenant, il y a d'autres organisations... On a même l'impression que ces concertations sectorielles n'ont pas servi à grand-chose. Ah si, demander aux travailleurs des collectivités territoriales si elles n'ont pas servi à grand-chose. Pour les syndicats de l'éducation, je vous ai dit, on peut se fier quand même à ce qui a été dit dans le communiqué du Conseil des ministres. Quand le Premier ministre demande à ce qu'il y ait un suivi étroit au niveau des ministères sectoriels, pour qu'il y ait une application des accords signés, je crois que ça c'est de la bonne volonté. Quand le Premier ministre demande à ce qu'on puisse apporter les projets de décret 74, modifiant les décrets 74-374 et 2006-392, relatifs aux enseignants décisionnaires, et ça c'était une préoccupation. Quand le Premier ministre demande à ce qu'au cours de l'année 2024, qu'il y ait la finalisation des procédures de digitalisation des actes et des procédures administratives, je pense que ça c'est de la bonne volonté. C'est pourquoi nous, au niveau du Haut Conseil du dialogue social, Barthélemy, vous me permettrez de réitérer encore l'appel du Haut Conseil du dialogue social. Au vu de toutes les dispositions qui ont été prises par le gouvernement, parce que c'est lui le principal interpellé, au vu également de la posture de défenseur infatigable des
secrétaires généraux de centrales syndicales, des intérêts matériels et moraux des travailleurs, nous considérons aujourd'hui quand même que il faudrait quand même que les gens puissent revoir un peu leur position et savoir que à ce niveau, et c'est ça notre conviction, il n'y a pas encore de matière à chercher à menacer ce pacte de stabilité. Je considère qu'aujourd'hui, c'est un consensus national autour duquel tout le monde doit donc se retrouver et que véritablement qu'on prête bonne foi à chacune des parties. Des parties signataires. Il y a un retour de la confiance entre les acteurs et que nous travaillons tous pour que les préoccupations soient prises en charge sans qu'on puisse aller vers des arrêts de travail. Merci beaucoup Mamadi Lamine Dianté, le président du Haut Conseil du dialogue social. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h. Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC. En quelques secondes, Cheikh Diop, est-ce que c'est logique, vous en tant que syndicaliste, d'accorder une période de répit de 3 ans aux autorités à la lumière de la tension sociale, socio-économique qui existe au Sénégal? Oui, moi je signerai des 2 mains si l'État s'engage de régler toutes les revendications que nous aurons à poser dans 10 ans. Je signerai avec 2 mains. Encore une fois, laissons dérouler le pacte. Nous pensons que si on déroule le plan d'action avec l'engagement que nous sentons et la volonté de respecter de part et d'autre tous les engagements pris dans le pacte, nous pensons que les difficultés qu'il y a dans le secteur de l'éducation, à savoir le respect de l'accord de 2022, la situation des travailleurs de la santé, entre autres problèmes, seront réglés parce que nous posons justement la préoccupation de régler toutes ces difficultés au cours de la mise en œuvre du pacte de stabilité. Donc, nous pensons que c'est tous ces problèmes dans l'agenda que nous allons dérouler, qui va commencer très prochainement, prendra en compte toutes ces difficultés et que il est possible que certains qui veulent aller en grève, qui déclarent une grève, pourraient, à l'issue de ces négociations, suspendre leur grève. Mais toutefois encore, je leur accorde la liberté, qu'ils ont prise de se démarquer de ce pacte. Parce que nous réclamons notre liberté à l'État par rapport aux droits fondamentaux, malgré que nous ayons signé le pacte. D'accord. Merci beaucoup, Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC. Merci également à Mamadou Lamine Dianté, président du Haut Conseil du dialogue social. On vous retrouve tous les deux tout à l'heure donc dans le journal de 13h. Vous allez poursuivre la discussion avec Eladji Ndiogou. Il sera là pour le journal. Merci de votre fidélité. Merci à Anna Rocha, chef d'édition, Eladji Ndiogou, réalisation. Il sera là dans quelques minutes pour le 13h. Au micro, c'était Barthélémy Gom. Abdoulaye Diop a assuré la technique. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média.